Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Aujourd'hui au programme dans Bien dans son job, passer du manager boss au manager coach. On va en parler dans quelques instants avec David Laroche. Il est fondateur et président de Paradox, coach connu internationalement. On fera le point avec lui sur cette évolution du poste de manager. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Le sentiment d'appartenance à son entreprise, comment le créer, comment le renforcer. On en parle dans quelques instants avec Frédéric Fougera. Et puis dans le cercle RH, les seniors, ce sera un sujet au cœur de l'actualité lorsqu'on parlera de la réforme des retraites évidemment. Comment les maintenir en emploi, c'est une question fondamentale. Comment éviter de les faire plonger dans la catégorie demandeurs d'emploi. On répondra à toutes ces questions avec nos experts dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, le monde associatif recrute. On en parlera avec Annabelle Lavigne. Elle est la directrice des relations publiques, du mécénat et des projets à l'association Don Solidaire qui recrute. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, c'est un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau, la place, le rôle des managers, la manière dont ils doivent faire évoluer leur métier, passer du manager boss au manager coach. On en parle avec David Laroche. Bonjour David. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes une personnalité très connue de YouTube notamment, grâce à vos deux chaînes, fondateur et président de Paradox et expert coach, alors en France et à l'international. Juste un petit mot sur votre parcours pour ceux qui ne vous auraient pas vu encore ou découvert. Coach, et vous avez accompagné notamment alors, des entrepreneurs, des décideurs évidemment, mais aussi des sportifs. Juste une question simple, comment vous en êtes arrivé là? C'est quoi votre parcours? Ok, donc moi j'étais mal dans ma peau, complexé, et je faisais des études d'ingénieur en informatique. J'ai découvert par hasard en tapant sur Google qu'il y avait des solutions pour apprendre à mieux respirer et être plus à l'aise. Et c'est devenu une passion pour moi en fait, la psychologie, l'humain, la performance. Donc j'ai commencé à lire tout ce que je trouvais, puis me former. Et progressivement, je me suis dit, je vais faire des vidéos pour partager ce que j'apprends. J'avais marqué sur mon site, je ne suis pas un expert, mais je suis votre cobaye. Et les gens ont adoré en fait cette démarche d'être plutôt en train d'appliquer ça dans ma vie, plutôt qu'essayer de partager des conseils. Et avec le temps, donc j'ai démarré en 2010, donc ça va faire 12 ans. Donc avec le temps, la chaîne YouTube, elle a pris de l'ampleur. J'ai commencé du coup à intervenir en entreprise et développer surtout ma propre entreprise Paradox. Donc vous êtes devenu vous-même un chef d'entreprise, donc vous avez lâché le clavier d'ordinateur, vous n'êtes plus ingénieur, vous vous destinez à devenir un ingénieur informatique, vous avez tout rangé et vous êtes devenu un coach et vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous avez choisi, et ça c'est un sujet quand même très important parce que je pense que c'est un de vos thèmes d'intervention, les managers un peu autoritaires, un peu durs, un peu boss comme vous les appelez, il faut qu'ils basculent doucement vers le manager coach. D'abord, est-ce qu'on est en train de vivre un basculement là, de la vie des managers, des postes de managers? Alors clairement, on est en train de voir un basculement parce que le management, c'est un métier qui existe depuis, on va dire, 100 ans avec le Taylorisme. Et c'était cette idée que les ressources sont des ressources humaines. On est là pour les rendre les plus productifs possibles en surveillant un petit peu leur timing. Et avec ces nouvelles générations, dont la génération Y, on est beaucoup plus sensible à d'autres éléments, c'est-à-dire plus tant la motivation extrinsèque, le fait d'avoir des augmentations, c'est un peu la carotte ou le bâton, mais de retrouver de la motivation intrinsèque. Et donc par exemple, dans les critères de motivation intrinsèque, il y a le fait d'être en train de progresser dans son job, d'avoir de l'autonomie, d'avoir du sens. Et donc du coup, un management qui est descendant où je te dis simplement ce que tu dois faire, ça suffit plus à créer de la motivation. Mais David, vous êtes jeune, on a compris que ça faisait 10 ans déjà que vous étiez sur cette construction personnelle et puis ensuite que vous faites partager à vos clients. Qu'est-ce qu'ils vous disent les décideurs aux cheveux blancs, ceux qui ont leur boîte depuis une quarantaine d'années, à qui vous dites, attendez, vos managers, vos corps intermédiaires, il faut qu'ils changent? Ils entendent, ils écoutent ou c'est compliqué? Alors déjà, ce qui est magnifique dans le métier du coaching, c'est qu'on n'est pas en train de donner des conseils. On est plutôt en train de poser des questions et c'est plutôt à la personne de trouver ses propres solutions. Donc effectivement, là j'ai 33 ans, mais quand j'ai démarré, j'avais 22, 23 ans. Ça aurait été difficile de dire à quelqu'un du double de mon âge ce qu'il doit faire. Et en fait, ça a toujours été mon approche de dire c'est vous les experts, c'est vous qui avez l'expérience. En revanche, moi, mon quotidien, c'est d'aller rencontrer des chercheurs, faire des études, enfin de côtoyer des personnes qui font des études et essayer de trouver des modèles qui semblent fonctionner. Et on va plutôt être dans la suggestion et voir en fait ce que l'entrepreneur a envie d'appliquer. Maintenant, ce qui m'a amené à faire ça, pour donner un petit historique, c'est qu'à la base, moi, mon sujet, c'était d'accompagner les individus à être plutôt dans la confiance en soi, dans le bien-être. C'était votre combat personnel au départ? C'était mon combat personnel.
En développant mon entreprise, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'entrepreneurs, donc j'ai commencé à aider des entrepreneurs. Et en développant mon entreprise et en aidant des entrepreneurs, au début, on va dire en dessous de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça a soulevé des premières questions de comment on fait pour accompagner dans nos équipes. En sachant que moi, à la base, j'ai créé un institut de coaching qui a pour but de devenir coach. Donc, ce n'était pas encore sur le management. C'est le dernier volet que d'ouvrir. Vous le découvrez, c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous sur le plateau. Donc vous allez accompagner ces managers, ce qui est un peu nouveau, mais aussi parce que vous avez d'abord accompagné les décideurs, les chefs d'entreprise, les fondateurs, et qu'eux-mêmes, j'imagine, ont pris conscience de cette transformation nécessaire. J'imagine que c'est ça. Et puis ils disent, il faut ensuite que ça irradie dans l'entreprise. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les managers, ils essayent souvent de faire de leur mieux. Et souvent, le mindset, c'est autour de, pour faire de mon mieux et pour apporter de la valeur à mes équipes, je vais essayer de résoudre leurs problématiques, leurs problèmes. Et donc, du coup, parce qu'il n'y a pas de temps, je vais faire à leur place ou alors je vais leur donner la solution. Et ce qu'on se rend compte avec des études, par exemple, Google a fait une étude assez énorme pour essayer de comprendre quels étaient les facteurs qui permettaient de créer de la performance au sein des équipes, que quand on a le réflexe de faire à la place du manager, à la place du collaborateur, on l'empêche deux choses. On lui empêche non seulement de trouver les réponses par lui-même et donc de gagner en autonomie la prochaine fois, mais on lui empêche aussi, et ça c'est assez fascinant, c'est que quand il y a une idée qui vient de nous, elle nous intéresse beaucoup plus et donc notre motivation à aller l'exécuter elle est plus élevée. Donc l'engagement et même l'efficacité à exécuter la tâche. Juste d'un mot, parce que j'évoquais votre parcours avec d'accompagnement sportif dans des équipes de basket et autres. C'est différent aux États-Unis. J'imagine que vous avez un pied aux États-Unis, en France. Les managers ont les mêmes galères ou est-ce qu'ils ont déjà un peu évolué ? Alors, j'ai pas accompagné d'équipe de basket, j'ai fait des interviews de coachs et de sportifs de haut niveau aux États-Unis. J'adorerais pouvoir accompagner des personnes. Pas encore fait. Bon, il va le faire. Je dis qu'il va le faire. Ça va arriver. Donc, du coup, la question pour être sûr. La question pour être sûr, c'est pareil aux États-Unis en ce moment, les managers ou pas ? Est-ce que vous avez déjà, vous qui étudiez un peu et qui faites une forme de benchmark, est-ce qu'aux États-Unis, ils ont les mêmes difficultés ? Alors, aux États-Unis, ils ont la même difficulté. Ils ont tendance à être plus intéressés de base par tout ce qui est leadership. Donc, en fait, il y a trois mots. Il y a manager, il y a leader et il y a coach. Le manager, il est là pour manager des ressources, donc c'est vraiment la gestion de projet. Le leader, il va être là pour inspirer, partager une vision, donner envie de le suivre. Et le coach, il va être là pour faire émerger des solutions qui viennent du collaborateur pour qu'il y ait de la motivation donc intrinsèque dont je parlais. Dans 10 ans, vous êtes où, David Laroche ? Parce que là, on voit que vous vous tournez vers le manager, vous allez essayer de lui apporter votre savoir, votre valeur ajoutée, votre énergie aussi. Dans 10 ans, vous êtes quoi ? C'est quoi votre avenir ? Parce que vous avez démarré comme étant timide devant un écran d'ordinateur et aujourd'hui, vous faites des conférences un peu partout en France et dans le monde. C'est quoi dans 10 ans pour vous ? C'est une très belle question. Une des phrases qu'on se répète en interne dans l'entreprise, c'est en anglais « reinvent breakthrough at scale ». Donc ce que ça veut dire, c'est ce qui nous inspire avec Paradox, c'est de réinventer la manière de transformer des vies ou des organisations à grande échelle. Et donc, le monde de l'entreprise, c'est un des pôles de Paradox, mais on veut aussi créer un peu le Netflix de la formation en ligne pour apporter des solutions et des outils qu'on peut utiliser au quotidien, mais de manière captivante. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la formation, c'est que c'est souvent ennuyant. Donc, on a bien entendu, l'idée, c'est de mixer quelque chose de fun, de bien réalisé, mais sur des thématiques qui, de prime abord, sont un peu chiantes. C'est ça un peu l'idée. Non, mais c'est vrai. Alors, elles sont chiantes pour plein de gens, mais c'est vrai que moi, j'adore l'humain et la psychologie, donc ça m'intéresse comment on fait pour arriver à créer de la performance. Mais oui, l'idée, c'est de rendre sexy des choses qui, pour des gens, ne le sont pas. Là, les objectifs, là, dans les mois qui viennent, c'est quoi ? C'est de développer, c'est d'aller à la rencontre des managers. Comment ça se passe ? Parce que vous avez quand même une interaction avec ces managers. Ils doivent vous faire part de leurs difficultés. Ils doivent vous dire, mais attendez, c'est pas de ma faute parce que j'ai une structure, j'ai quand même des obligations de rentabilité, je dois aussi gérer mes équipes, mais je dois aussi avoir des chiffres et des résultats. C'est aussi le paradoxe du manager. Mais effectivement, là, les managers, le gros sujet, c'est qu'ils sont un peu submergés. Ce qu'on se rend compte, c'est que les formations qui sont les plus efficaces, c'est des formations qui prennent peu de temps, mais qui sont sur une durée plus longue, où il y a du coup des boucles où on peut pratiquer et avoir du feedback. Et aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que intégrer la posture de manager-coach, ça va augmenter l'engagement, ça va augmenter la performance des équipes, ça va augmenter la productivité. Ça peut être intéressant d'ailleurs de partager un petit peu l'étude qu'a menée Google. Google, c'est des ingénieurs en informatique, donc ça me parle forcément, qui ont un biais qui est le manager sert à rien. Et donc en 2002, ce qu'ils se disent, c'est on va éliminer les managers pour faire une expérience. Ils vont se rendre compte que c'est catastrophique, il y a besoin de personnes pour coordonner les êtres humains entre eux. Et en 2008, ils vont lancer un petit peu un projet, ils vont recruter des statisticiens en se disant, OK, s'il faut des managers, qu'est-ce qui va faire qu'un manager va être performant ? Ils vont mener une étude à grande échelle sur tout Google et vont se rendre compte qu'effectivement, il y a des gros écarts de performance, non pas par la compétence technique qu'a le manager, sous-entendu,
sa capacité à développer en Mais informatique, son attitude. mais son attitude, et ils vont ressortir donc une liste de 10 facteurs, dont le premier, c'est d'être justement un manager coach. Et la grosse différence entre finalement le manager boss et le manager coach, c'est que dans un cas, je te donne la solution, je te dis quoi faire. Dans l'autre cas, je vais te demander ton avis, je vais t'investir dans les objectifs. Je vais t'impliquer dans les objectifs de l'entreprise, je vais t'impliquer dans les idées, je vais te laisser de l'espace pour rater, je vais te permettre de proposer tes solutions. Le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, exactement. Et aussi de la bienveillance. Il y a aussi beaucoup de choses qui remontent sur l'attitude même, les mots qu'on utilise pour accompagner. Il y a quand même beaucoup d'écoute, de bienveillance. Alors exactement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé l'entreprise Paradox, c'est que le manager, il est face à une difficulté en permanence qui n'est pas évidente, c'est que s'il est trop dur, il va du coup casser la relation. À l'inverse, s'il est trop doux et trop mielleux, il va aussi perdre finalement cette autorité, ce leadership. Ouais, et donc c'est un peu ce paradoxe où il s'agit de danser entre deux énergies qui sont opposées, qui est donc de savoir à la fois être ferme, de savoir donner une direction, mais en même temps d'avoir de l'ouverture, d'inviter les collaborateurs à donner leur opinion. Une chose qui est sûre, c'est qu'on est en train de vivre un moment de bascule. Enfin, vous le ressentez par rapport aux clients, aux entreprises que vous voyez. Vous sentez qu'il y a comme ça un moment de bascule. On est un peu comme ça sur le fil du rasoir. Alors moi, est-ce que je le sens? Je ne sais pas, encore une fois, j'ai 33 ans. Donc ce que j'observe en revanche, c'est que la demande pour de types de formations comme celle que je fais, elle est de plus en plus importante, que l'industrie du coaching, c'est la deuxième industrie la plus en croissance après les nouvelles technologies. Donc c'est difficile de dire je le ressens parce que je n'ai pas 50 ans. Mais par contre, je peux observer qu'il y a de plus en plus de managers, de dirigeants qui se posent des questions. Merci David Laroche d'avoir fait un petit détour par le plateau de Smart Job, fondateur président de Paradox, expert coach, avec 2 chaînes YouTube, je n'ai pas dit de bêtises. C'est ça, une qui a mon nom à titre personnel et une qui s'appelle Business Impact, qu'on est en train de renommer Business Tribe, où on fait des interviews de Marc Simoncini, Richard Branson, des personnes qui m'inspirent beaucoup. Les personnes inspirantes, comme on dit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout de suite, c'est le Rex du mois avec Frédéric Fougera, et ça fait écho avec ce qu'on vient de se dire. Eh bien, l'engagement, la fierté, le sentiment d'appartenance à son entreprise, on en parle tout de suite avec Frédéric Fougera. Le Rex du mois vous est présenté par Emeria, leader européen des services immobiliers résidentiels. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, directeur de la communication d'Emeria, du groupe Emeria. On va parler du sentiment d'appartenance. Alors, ça, c'est un sentiment évidemment qui fait rêver, pour ne pas dire fantasmer, pas mal de dirigeants, parce qu'ils souhaitent faire adhérer leurs collaborateurs au projet, à la stratégie. C'est quoi les ingrédients, les bons ingrédients pour susciter justement cet engagement, alors que nous sommes dans le mois de la fierté, si je ne m'abuse? Alors on va pouvoir parler de fierté, mais pour répondre précisément à la question, je pense que pour qu'il y ait du sentiment d'appartenance, il faut déjà qu'il y ait un projet. Et il faut qu'il y ait un projet collectif, pas un projet individuel, pour embarquer les équipes. Et embarquer les équipes, pour embarquer les équipes, il va falloir savoir expliquer ce projet, il va falloir le rendre accessible. Ça ne peut pas être un projet juste purement technique ou purement financier, sinon ça va être compliqué d'embarquer tout le monde. Quand on dit embarquer, il ne s'agit pas d'embarquer que quelques dirigeants ou le management, il s'agit d'embarquer tout le monde pour vraiment créer ce sentiment général d'appartenance. Quand on commence à être dans ce processus, alors on commence à créer et à susciter ce sentiment d'appartenance. Avec une incarnation, ça c'est important. Et vous avez raison, il faut aussi qu'il soit incarné. Si c'est un projet collectif, il faut aussi quand même qu'il y ait une personne, une personnalité qui le porte et qui l'incarne, ce qui est généralement le dirigeant. Pas forcément, mais il faut aussi qu'on se retrouve, qu'on marche derrière une personne. Alors on parle de fierté, marche des fiertés. Je fais cette comparaison. Eh bien, il faut marcher derrière une personne qui porte un projet qui a du sens et qui me concerne. Alors justement, pour rester sur cette notion de fierté, est-ce que le sentiment d'appartenance, c'est pas simplement une question de fierté finalement? C'est au-delà? Non, c'est certainement, on peut le résumer comme ça. Ce qu'il faut, c'est créer les conditions de cette fierté. C'est pourquoi je vais être fier finalement de travailler dans mon entreprise et quelle fierté va susciter ce sentiment d'appartenance. Donc oui, c'est certainement une question de fierté. Il y a une dimension managériale aussi dans ce rapport-là. Il faut que l'ensemble des corps intermédiaires de l'entreprise soient aussi quelque part les ambassadeurs en interne de cette appartenance. Alors en fait, dans la fierté, chacun va être plus ou moins touché ou impacté de façon différente, mais il y a un certain nombre d'ingrédients. Il peut y avoir une dimension financière, c'est certainement pas suffisant, mais on ne peut pas dire que ça ne compte pas non plus. Parfois on se ment en laissant croire que la dimension financière ne compte pas.
Donc si je suis correctement rémunéré, je suis bien dans mon job et C'est fier. une bonne première étape, en Et tout cas. fier dans mon entreprise. Il faut que j'ai une place dans l'organisation, il faut que j'ai un rôle. Quel rôle est-ce que je joue dans cette organisation? Est-ce que je suis uniquement un pion, une personne qu'on trimballe comme ça, ou est-ce que j'ai un rôle, une mission? Est-ce que je suis bien identifié? Ça va y participer. Bien Et sûr. effectivement, la question managériale, est-ce que je suis reconnu? Est-ce que je suis écouté? Est-ce que le discours d'empathie et de bienveillance, est-ce qu'il est réel? Bien Ou sûr. est-ce que c'est seulement des éléments de langage, comme on dit? Ça, je vais très vite me rendre compte, hein, si je ne peux pas prendre la parole, ou si on me demande de me taire, ou si on n'écoute pas mes propositions, mes initiatives, voire mes souffrances. Alors, il n'y a pas d'empathie, et tout ça ne va pas participer au sentiment d'appartenance et à la fierté que je vais avoir d'être dans l'entreprise et de le revendiquer. Alors, Frédéric, en quoi c'est impactant, important, justement, ce sentiment d'appartenance pour l'image employeur? C'est très important parce qu'en fait, les premiers ambassadeurs d'une entreprise, ce sont souvent les clients, c'est quand ils sont satisfaits du service ou du produit, mais les premiers ambassadeurs de l'image employeur, ce sont les collaborateurs. Donc si les collaborateurs sont fiers de la boîte dans laquelle ils bossent, eh bien tout d'un coup, ils vont accompagner et aider cette image employeur. Et vos collaborateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont envie de dire qu'ils bossent dans telle boîte, ou ils ont plutôt honte? S'ils ont envie de le dire, ils vont plutôt être des prescripteurs ou des détracteurs? Est-ce qu'ils vont être très fiers? Est-ce qu'à chaque repas de famille, ils vont parler de leur entreprise parce que vraiment, ils sont tellement fiers de leur entreprise? Ça commence là, évidemment. Et voilà, ça commence là. Et tout ça, c'est un effet. Il y a un effet boule de neige cascade. Si je suis fier de mon entreprise, bien je la représente, j'en parle, j'en suis un ambassadeur, et donc je contribue à l'image employeur. Juste un mot avant de parler du rôle de la communication employeur là, qui vous incombe en partie, ou en grande partie, mais on peut le calculer, on peut quantifier ce sentiment de fierté, d'appartenance. C'est compliqué finalement, parce qu'on ne voit toujours que la partie négative, un mauvais tweet, une image négative sur un tweet d'un salarié. C'est plus compliqué de l'évaluer sur le côté positif. Alors, si on reste sur l'aspect réseaux sociaux, en fait, on mesure tout sur les réseaux sociaux, donc aussi bien... On peut le calculer, bien sûr. Quantitativement, ce qui C'est est vrai. dit est de positif ou de négatif, la tonalité de ce qui est dit, parce qu'il ne suffit pas de parler de l'entreprise, faut-il encore que la tonalité soit positive. Bien sûr. Après, évidemment, le simple bouche à oreille est beaucoup plus compliqué à évaluer, mais quand on procède au recrutement, et ça c'est le travail des RH qui le réalise, souvent il y a des données qui reviennent. C'est je suis intéressé de travailler chez vous parce que j'ai vu telle émission de télé, parce que sur Smart, Parce qu'on m'en a parlé. parce que sur Bismart on parle régulièrement de cette entreprise, parce qu'on m'en a parlé, parce que je sais que j'ai un telle et ami telle que. personne travaille dans cette entreprise et en dit du bien et me parle des parcours de formation, de l'évolution, Bien sûr. de la culture managériale. Donc là, les RH le ressentent au niveau du recrutement. Oui, il y a des capteurs. Ouais, exactement. Et ce sont souvent les mêmes informations qui reviennent, ce qui laisse comprendre le rôle et le poids qu'elles peuvent jouer. Ouais, qui crée de la donnée et finalement une Exactement. forme de certitude autour de cette action. Le rôle de la communication employeur, Frédéric, finalement, c'est de travailler à l'image employeur. Oui. C'est-à-dire accompagner l'image de l'entreprise sur sa partie recrutement et employeur. Ça ne veut pas dire que la communication va faire l'image employeur, parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. On n'impose pas, bah oui. Elle ne peut pas changer les faits. S'il y a des choses qui se passent mal dans l'entreprise, elle ne peut pas faire croire que ça se passe bien. En revanche, elle va l'accompagner pour la valoriser et pour la mettre en lumière au service du recrutement et du travail des ressources humaines. De la même manière qu'on n'oblige pas un salarié à dire du bien à un repas de famille ou dans des moments conviviaux extra-professionnels. C'est impossible. C'est impossible. Et si la communication délivrait de faux discours ou de faux messages, si c'était biaisé, ça serait négatif parce que les collaborateurs ne s'y retrouveraient Évidemment. pas, voire ils le dénonceraient. Plus dangereux même d'ailleurs. Mais oui, mais même dangereux. La concurrence pourrait en jouer, parce que l'externe le verrait aussi, la concurrence pourrait facilement en jouer. Ça ne servirait ni le propos, donc pas de bon recrutement, ça dégraderait le travail des ressources humaines. Donc il n'y a pas de fausse ou de mauvaise communication qui puisse être faite, mais un accompagnement et une valorisation de l'ensemble du travail qui est fait dans l'entreprise, que ce soit les politiques RH, la culture managériale, tout ce qui participe à la construction de l'image de l'entreprise et qui peut être valorisé. Alors, au risque de défoncer une porte ouverte pour conclure, on a bien compris qu'il valait mieux quand même que l'entreprise ait des collaborateurs qui ont un sentiment de fierté et d'appartenance, on est bien d'accord. C'est extrêmement utile. C'est extrêmement important et comme vous le disiez en introduction, tout dirigeant en rêve, voire le fantasme, à lui de se donner les moyens d'arriver à ces résultats. J'ai entendu le salaire. Hein. C'est du travail. C'est du travail.
le sentiment d'appartenance, c'est pas une technique qu'on applique et pour obtenir un résultat. Oui, il y a une notion de temps et de durée quand même. C'est du travail, c'est de l'engagement et c'est le fruit d'un long parcours et d'un long cheminement, d'une volonté politique aussi de la part des dirigeants pour que leurs collaborateurs soient fiers de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et puis une certaine forme de respect aussi du collaborateur, tant par l'écoute, la bienveillance, mais aussi les salaires. J'ai retenu qu'il ne faut pas le mettre de côté, c'est un élément qui pèse. Le salaire ne fait pas tout, parce qu'on n'achète pas la tranquillité, la paix sociale, ou quoi que ce soit juste avec le salaire, mais si vous ne rémunérez pas vos collaborateurs, c'est quand même un sujet. Merci Frédéric Fougera de nous avoir rendu visite comme chaque mois pour le Rex du mois, directeur de la communication du groupe Emeria. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. On va faire une courte pause et on va se tourner vers les seniors. Voilà un sujet qui va être dans l'actualité dans quelques mois lorsqu'on commencera à évoquer la réforme des retraites. 100 000 seniors, dit le président de l'APEC, demandeurs d'emploi qui ne demandent qu'à travailler. C'est un vrai sujet pour ceux qui ont plus de 55 ans. Comment leur permettre de rester en emploi ou leur permettre d'intégrer un emploi? Question à la fois politique, mais aussi sociale et humaine, tout simplement. On en parle avec mes invités juste après la pause. Le cercle RH, on parle aujourd'hui avec mes invités des seniors. C'est un sujet qui sera, et qui a toujours été l'actualité, mais qui risque de prendre évidemment une ampleur plus importante lorsqu'on évoquera peut-être concrètement la réforme des retraites. Alors seniors à 45, à 50, à 55 ans, ce sont des situations pour des femmes et des hommes qui sont très compliquées. Comment maintenir ces seniors en emploi, c'est une question. Et puis comment éviter qu'ils basculent à la fois chez les demandeurs d'emploi, donc à Pôle emploi, et pour certains d'entre eux dans la précarité, parce que c'est une situation qui est souvent extrêmement délicate. On va en parler parce que le gouvernement a en haut de la pile, Elisabeth Borne, en haut de sa pile, la question des seniors, qui est vraiment dans une de ses priorités. Et on en parle avec mes invités. Frédéric Gesquet, merci d'être avec nous, fondatrice d'Objectif Impact, première association exclusivement dédiée à la visibilité, la valorisation et à l'accompagnement des professionnels. Alors vous faites les 45-50, on est bien d'accord? Oui, avec Senior for Good, oui. Avec Senior for Good, on va en parler. Et puis vous étiez venu sur notre plateau il y a quelques semaines pour parler des associations, professionnaliser ces pratiques, développer ses ressources, qui est sorti chez Erol. Vous avez créé un réseau associatif très, très engagé, très militant finalement. On va en parler avec vous. Avec nous sur ce plateau, Vincent Godbout, délégué général Solidarité Nouvelle face au chômage. Vous êtes déjà venu à plusieurs reprises nous parler de ce sujet. Oui. Un sujet sur l'humain aussi. On a évoqué les suicides, on a évoqué des femmes et des hommes qui sont parfois dans des situations dramatiques sur le plan financier. Il est plus que temps de les accompagner et de les remettre au travail. On va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis Amélie Favreguité, ravie de vous voir, de vous retrouver. Vous êtes souvent assise là, vous avez changé de place, cofondatrice de Talent Management, entre autres. Les seniors, c'est un sujet de préoccupation parce que vous faites du recrutement et c'est un sujet, je sais, qui vous tient très à cœur. Commençons par vous, Frédéric Gesquet, si vous êtes d'accord. Vous avez un parcours, vous, dans l'entreprise, j'allais dire de manière très traditionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut que je lance Senior for Good, que je monte cette association, qu'on engage? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment c'est né tout ça? En fait, oui, je me suis rendu compte qu'il y avait urgence à agir. Chacun a droit à sa place dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Et puis la place, elle doit être aux côtés des autres générations, c'est ce qu'on appelle l'intergénérationnel. Et en fait, je me suis rendu compte de ça avec une petite anecdote que je peux vous raconter en quelques secondes. J'ai été contactée il y a quelques temps par un chasseur de tête pour un poste qui était très sympathique. Et en fait, son client n'a pas voulu me recevoir parce que j'étais trop vieille. Donc là, je me suis dit... Alors, c'est le mot qui est utilisé, trop vieille? Trop vieille. La consultante a fini par m'avouer ça. Donc effectivement, je me suis dit... Élégante, la consultante. Je me suis dit, il y a vraiment une date de péremption. C'est-à-dire qu'en gros, mon utilité sociale aurait dépassé sa date limite. Donc effectivement, cette prise de conscience, ça m'a fait regarder un peu autour de moi. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de relations qui, dans ma génération, autour de la cinquantaine, voire un peu plus, se retrouvaient shootés de leur entreprise et avaient beaucoup de mal à retrouver un emploi. Shootés, c'est aussi un mot dur, oui, ça. Oui, mais on vit ça aujourd'hui. Et donc, je pense que ce n'est pas concevable aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut imaginer que l'entreprise réponde à tous les enjeux auxquels elle fait face, sociétaux, socio-environnementaux, sans que chacun puisse avoir une vraie contribution? Et là, effectivement, on s'est dit, il faut agir. Voilà, le fait que ce sujet soit tabou, que les gens aient peur de changer d'emploi après 50 ans. Moi, je l'ai vu, je suis en train de changer de poste. Et quand j'ai quitté mon dernier poste, plusieurs personnes m'ont dit... tu es courageuse, à 56 ans, quitter un CDI quand même, c'est courageux.
c'est pas normal en fait d'avoir peur de la mobilité, d'avoir peur de l'avenir, de rester peut-être dans un environnement qui nous convient plus. Mais pardonnez-moi, on va parler de la structure du système, de l'accompagnement qui se fait mal, d'une multitude de problèmes, mais il faut quand même effectivement avoir un peu de culot. Est-ce que c'est pas lié aussi au caractère de chacun? C'est-à-dire que passé un certain âge, pour des raisons X et Y, on a installé sa maison, on a installé sa vie, on s'est posé, repartir comme ça dans une aventure, est-ce que c'est pas votre trait de caractère? Alors après, évidemment, chacun je ne veux pas vous introspecter sur le plateau, mais... Non, mais chacun est libre, effectivement, de travailler et d'avoir envie ou pas de s'impliquer, de s'engager. Moi, en tout cas, ce que je remarque, c'est que parmi les cadres autour de moi, notamment dans le secteur des services, à la cinquantaine, on est loin d'être usé. Et j'ai rencontré des tas de gens qui avaient très envie de continuer à s'impliquer. Et effectivement, on vient de lancer la Senior for Good et les premiers retours sont extrêmement motivants parce qu'on a des dizaines et des dizaines et des centaines de témoignages qui nous arrivent de personnes effectivement qui disent mais finalement il n'y avait rien. Donc oui, faites ce mouvement citoyen, valorisons, travaillons la visibilité, la défense des droits, l'accompagnement des plus de 45 ans dans l'entreprise. Vincent Godbout, Amélie Favreguité, Vincent, vous accompagnez les demandeurs d'emploi qui ne sont pas forcément des seniors, mais parmi lesquels il y a des seniors. Décrivez-nous leur situation. Là, on évoque l'idée de l'invisibilité, les faire sortir de cette invisibilité, mais la situation sociale de ces seniors, parce qu'on a toujours l'image du senior cadre, mais il y a aussi des seniors qui n'étaient pas cadres, qui avaient des emplois intermédiaires, dont les revenus étaient modestes, qui n'ont pas de parachute doré pour vivre jusqu'à 65 ans. Donc c'est compliqué leur situation. Et qui, pour un certain nombre, aujourd'hui, arrivent vers SNC ou n'arrivent pas vers SNC, donc Solidarité Nouvelle face au chômage, parce que finalement, ils renoncent. Et là, à partir de ce moment-là, quand on renonce parce qu'on ne se sent plus bon à travailler. On s'est pris des réflexions diverses et variées. On n'a pas eu de réponse depuis des mois, des années, lorsqu'on postule à des stages, à des emplois, ou alors on est reçu gentiment, mais on n'a pas d'explication, etc. Eh bien, on a des gens qui, aujourd'hui, sont chez eux. Et la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier ce phénomène. Repli sur soi-même. Repli sur soi-même, déconsidération de soi-même, addiction, etc. Enfin, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et économiquement, des situations très compliquées. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de personnes considérées comme étant des seniors qui ont encore des enfants à charge, qui ont encore des charges extrêmement importantes, et donc économiquement, qui n'arrivent plus à s'en sortir. Et donc, de notre point de vue, il ne pourra pas y avoir de réforme des retraites sans réforme de l'emploi des seniors. On le disait déjà en 2019, on continue de le dire aujourd'hui. Enfin, quand je dis SNC, continuons de le dire aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les 2000 personnes seniors que nous accompagnons sur les 4000, puisqu'en gros, on accompagne 50% des personnes que nous accompagnons sont des seniors. Juste Vincent, avant de donner la parole à Amélie, vous avez, j'imagine, quelques données. Combien de personnes sont au RSA? Parce que certaines arrivent en bout de course, sont en fin de droit, parce que vous le dites, presque 2 ans à chercher un emploi. Ça veut dire qu'on n'a plus de droit au chômage. Oui. On bascule dans le RSA. Il y en a combien? Oui, alors je ne vous donnerai pas le chiffre aujourd'hui, mais en tout cas, plus de 50% des personnes en âge de travailler sont aujourd'hui au chômage lorsqu'elles sont seniors. Donc ça, c'est extrêmement important. La moitié des personnes qui sont au chômage, sont au chômage. 100 000 demandeurs d'emploi, dit Gilles Gatteau, cadres, chez les cadres, c'est l'APEC, c'est le directeur de l'APEC, sont demandeurs d'emploi, sont des gens qui sont employables et qui sont à l'APEC, qui ont déposé leur CV, j'imagine, sur tous les job boards, et qui attendent, comme vous le dites, certains dans le désespoir, d'autres dans l'espoir d'avoir un job. Pourquoi ce sujet vous sensibilise côté talent management? Vous êtes une recruteuse, vous avez une vue et vous êtes souvent venu nous en parler. Pourquoi c'est important? Quand on a créé, nous, Madircom, donc le cabinet de recrutement, assez naturellement, on a proposé à nos clients des profils expérimentés. Et les retours qu'on a eus à chaque fois, c'est « Ah oui, mais non, du coup, ils sont un peu trop vieux, ils vont nous coûter un peu trop cher. » Donc à chaque fois, je butais en touche en disant « Bah non, c'est pas possible, on annonce le salaire sur nos annonces, donc de toute manière, s'ils postulent, c'est qu'ils sont d'accord avec le salaire qui est proposé. » Et puis après, à chaque fois, je dis à mes clients « Je sais pas, vous cherchez des compétences ou vous cherchez un chiffre ?» Et donc la première fois, j'ai trop rien dit. La deuxième fois, je me suis énervée. La troisième fois, j'ai envoyé bouler mon client.
Et puis du coup, Et vous l'avez perdu. oui, mais c'était pas grave. Non, mais Pour le coup, c'est intéressant d'avoir aussi, en tant que recruteur, le courage de dire non à son client. L'avantage d'être à son compte, c'est que du coup, on peut se permettre de remettre à sa place certains clients quand ils vont beaucoup trop loin. On essaye de les sensibiliser au début, puis après, on les remet à leur place. Et du coup, on a créé Boost Me Up en structure pour justement accompagner les plus de 45 ans, mais surtout pour accompagner et sensibiliser les entreprises. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, aujourd'hui, dans une start-up, ces entreprises-là, elles ont besoin de profils seniors. Pourtant, quand on voit les photos d'équipe des startups, ils sont tous très blancs, très bien diplômés, très jeunes. En t-shirt, branchés. Tous en t-shirt, en train de faire du baby-foot. Bon, voilà, c'est le stéréotype classique. Pourtant, quand ils font une levée de fonds et qu'ils sont en train de scaler, justement, ils ont besoin d'un DAF, de quelqu'un aux finances pour gérer une grosse manne financière. Ils ont besoin d'un DRH qui va devoir recruter 100, 200, 300, 500 personnes, qui va devoir former, qui va devoir onboarder, qui va devoir licencier, parce que forcément, ça va aller avec. Donc, ils ont besoin, sur ces profils-là, sur ces postes-là, d'avoir des profils ultra expérimentés. Mais ça ne leur vient pas à l'idée. Juste un mot, parce que vous connaissez bien la psychologie de vos clients, parce que quand on est recruteur, on fait aussi beaucoup de psychologie. Est-ce qu'il y a aussi un blocage sur une forme de rapport hiérarchique? On se dit, un senior avec son expérience, pour le dire un peu cash, il va nous donner des leçons, il va tout savoir. Tous les stéréotypes classiques. Voilà, c'est... J'ai l'impression de manager mon père, comment je vais être capable de le recadrer? Il n'est pas digital native, il ne connaît rien en informatique, alors que pas du tout en fait. C'est des questions de personnalité et pas des questions d'âge. Je connais plein de jeunes, parce qu'on intervient aussi en école de commerce, qui sont mauvais en informatique, qui ne sont pas du tout digital. Et alors, quand je viens, je dis, c'est quoi? C'est la vieille qui vous apprend un truc aujourd'hui? Et en fait, c'est vraiment une question de curiosité et de mentalité plus que d'âge. Mais ça, on nous l'a tellement bassiné depuis des années que senior, c'est tous les défauts de la Terre. Alors, SNC, vous êtes un aiguillon parce que vous avez déjà mis les pieds dans le plat sur la réforme des retraites en disant de toute façon il n'y aura pas de réforme sans de réforme des seniors. Est-ce que vous, Senior for Good, parce que là vous êtes vous enclenchez une dynamique citoyenne, est-ce que vous dites nous aussi on a notre part à prendre, comme le fera l'Association nationale des DRH et quelques autres? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui au gouvernement? Alors, les élections législatives ne sont pas encore passées. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour essayer qu'on avance sur ce sujet? Parce que vous vous souvenez qu'il y a eu un jeune, une solution. Certains évoquent déjà l'idée qu'on puisse bâtir le même scénario, la même mécanique, un senior, une solution. Ça vous semble être une idée intéressante? Alors, je pense qu'il faut travailler en fait sur tous les axes. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur l'image du senior dans notre société et notamment dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que notre idée, c'est vraiment de promouvoir une image très positive par le biais en fait de rôle modèle de plus de 50 ans et donc de montrer on n'est pas là, Senior for Good, pour se plaindre de notre situation. Au contraire, c'est pour montrer tout ce qu'on a apporté et tout ce qu'on apporte à la société. J'aime bien votre titre, c'est sympa, Senior for Good, franchement. On a besoin, merci. On a besoin aussi d'aider les entreprises à accompagner les seniors et donc on souhaite aussi monter des dispositifs pour aider les entreprises à mettre en place des actions qui soient vraiment incarnées, qui soient adaptées aussi à leur culture, à leur ADN, où on va à la fois accompagner sur le sujet de la santé, sur le sujet de la compétence à l'embauche et dans le maintien à l'emploi, mais aussi sur le sujet de l'engagement et de la motivation, parce que s'il n'y a pas de reconnaissance, et oui, en effet, on souhaite aussi porter un plaidoyer auprès des pouvoirs publics, parce que c'est quand même compliqué de se dire qu'on ne va pas apporter d'attention à ce sujet-là, alors même qu'on est en train de dire on va décaler l'âge de départ à la retraite. On ne peut pas d'un côté... Ou le nombre d'annuités, parce que là, vous avez vu, c'est pas tranché. Hein, 65, 64, il n'est pas dit qu'on... Vous imaginez en plus chez les cadres qui ont fait des longues études, qui démarrent tard. Moi, j'ai mon exemple. Ça fait 32 ans que je travaille. J'en ai encore pour une bonne dizaine d'années. Je peux vous dire que j'ai de l'énergie encore à revendre pour les 10 à 20 ans à venir. Moi, j'entends parfois des cadres qui disent comme l'inverse de vous. C'est-à-dire, je suis ingénieur, j'ai une carrière pleine chez Peugeot, Stellantis aujourd'hui. Quand je vais arriver à 62 ans, je vais vous dire, je vais partir avec joie. Enfin, j'entends aussi cela. Votre dynamisme vous honore, mais il y a aussi des salariés, des cadres, même des cadres dirigeants qui se disent, moi, j'ai envie de souffler. Quand même, juste un mot sur l'aspect institutionnel. Un jeune, une solution, ça a fonctionné. On met l'offre et la demande. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on crée finalement, dès 45 ans, des quotas? Mais c'est ce qu'on fait depuis toujours. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. On a des quotas pour tout, en fait. Mais pas pour les seniors. Mais pas pour les seniors. Non. Non, c'est intéressant. Il n'y a pas l'idée que le gouvernement impose. On y arrive. Oui. On va y arriver. Il est probable qu'on y arrive. On va imposer des seniors dans l'entreprise. Mais il ne faut pas non plus généraliser, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'employeurs qui tentent des expérimentations fabuleuses. Et au moment où je suis avec vous sur ce plateau, on est en train de signer une convention avec 2 entreprises pour expérimenter des nouveaux modèles de retour à l'emploi de seniors. Pour différentes raisons. D'une part, pour des raisons de responsabilité sociétale. Bien sûr. D'autre part, pour des raisons de pyramide des âges. Enfin,
parce que certaines entreprises ont envie, ont besoin de se re-questionner sur les compétences dont elles ont besoin. Et pensent que... Alors, certains peuvent dire elles n'ont pas le choix, peut-être, mais au moins elles le font. Mais alors, les entreprises que vous citez, je ne sais pas si vous pouvez les citer, c'est quoi leurs expérimentations? Qu'est-ce qu'elles essaient d'inventer? Alors, elles n'essaient pas d'inventer, elles essaient simplement d'expérimenter un nouveau CDI qui s'appelle le CDI à fin d'employabilité, qui est porté par le ministère du Travail pour les 3 années qui viennent et qui permet à des publics que nous accompagnons, des chômeurs de longue durée, des seniors, des gens qui habitent dans les quartiers populaires, des personnes handicapées, etc., de signer immédiatement un CDI à fin d'employabilité. Et ça, c'est une expérimentation qui devrait porter ses fruits dans les années qui viennent, notamment pour les seniors. Plaidoyer, j'ai envie d'entendre Amélie Favre-Guittet, parce que je pense que chacun a une opinion et des idées concrètes pour mettre en place les choses. Alors, on a évoqué les liens parfois un peu durs avec des clients que vous essayez de flécher en quelque sorte, mais votre plaidoyer, c'est quoi? Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui dans cette démarche citoyenne? C'est quoi? C'est un texte de loi lorsque le Parlement sera, enfin l'Assemblée sera au complet pour mettre des quotas, imposer à des entreprises de plus de 500 salariés un nombre de... comme on peut le faire, excusez-moi, avec les personnes handicapées, qui est le chiffre de 6%. Enfin, est-ce qu'on va en arriver là ou est-ce que chacun se discipline? On préférerait évidemment ne pas avoir à en arriver là. Hein. C'est comme quand on parle de la parité des femmes dans les conseils d'administration, les conseils exécutifs. La dernière loi sujet. Malheureusement, parfois, on est obligé d'en passer par là pour avancer. J'aimerais bien qu'on n'y arrive pas, mais qu'en revanche, on arrive à réhabiliter la valeur de l'expérience, la valeur de l'intergénérationnel, et qu'on arrive à accompagner les entreprises, comme vous le faites également, à accompagner les entreprises pour qu'elles se rendent compte par elles-mêmes de l'avantage qu'elles ont, parce que c'est l'intergénérationnel et c'est la diversité et l'inclusion dans l'entreprise qui fait la performance et l'innovation. Or, aujourd'hui et demain, les entreprises, si elles veulent continuer à innover, elles ont besoin de ça. On est encore dans les placards des seniors, ça existe encore pour ceux qui sont les pieds dans le terrain. C'est toujours Il y a encore le senior qu'on met au placard. Pour qu'il ne parle pas trop, pour qu'il ne nous coûte pas trop cher, pour qu'il ne cherche pas à évoluer. C'est Et tragique. puis de toute manière, on ne va pas lui donner accès à la formation, on va préférer former les nouvelles recrues qui arrivent. Donc forcément, il va être un petit peu plus obsolète de mois. Et on lui reproche de ne pas être formé. Et on va le reprocher, donc ça va être une occasion de le licencier. Et c'est pour ça qu'à 60 ans, il est ravi de partir. Mais exactement, parce qu'il a été usé. C'est pour ça aussi qu'on retrouve des gens en fin de carrière cramés dans des grandes entreprises qui n'ont pas envie de continuer à s'engager, parce qu'ils n'ont pas eu la reconnaissance, ils n'ont plus de promotion, de possibilité de promotion. Moi, j'ai eu des témoignages là quand j'ai lancé Senior for Good de personnes qui me disaient moi, à 46 ans, ma DRH m'a dit c'est fini pour toi dans la boîte. Hein. Donc voilà, donc plus de formation, plus d'augmentation, plus de promotion. Donc, à 46 ans. C'est sûr que lui, à 60 ans, il sera content de partir s'il n'a pas quitté l'entreprise avant. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui veulent aller en TPE, PME. Voire même, parce qu'on l'a évoqué sur ce plateau, devenir des seniors indépendants qui travaillent en mission. Exactement. Parce qu'il y a plusieurs pistes sur la table. Il y a la NDRH qui dit et qui fait des propositions concrètes en disant qu'il faut baisser la fiscalité, les cotisations, qui peut inciter. Ça peut inciter. Avoir des dispositifs qui aident l'entreprise. Et puis, il y a aussi l'idée de gérer l'idée qu'on devienne entrepreneur, qu'on devienne indépendant. Est-ce que ça vous semble être une piste intéressante, ça? Ça peut être une piste intéressante, mais est-ce que ça suffira à faire vivre les personnes économiquement parlant? J'en suis pas certain. Par contre, dans le cadre de départ progressif à la retraite, qu'on peut développer aussi, on pourrait imaginer qu'il y ait des formes de cumul de formes d'emploi pendant cette période. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'était une des propositions que nous faisions déjà en 2019. Ça veut dire on cumule quoi et quoi alors là? Ça voudrait dire qu'on pourrait cumuler 2 formes d'emploi. Une forme d'emploi salarié et puis une forme d'emploi indépendant. Donc ça pourrait être intéressant. On a le droit de le faire. Exactement. Donc, l'un venant s'additionner à l'autre. Exactement. Et puis, pour ceux qui sont déjà dans le schéma de la retraite, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont à la retraite et qui ont besoin d'une petite activité économique, on peut tout à fait imaginer qu'il y a un cumul emploi-retraite qui se met en place aussi pour ceux qui le souhaitent. Alors, c'est un peu hors du débat d'aujourd'hui, mais malgré tout, ce sont des choses autour desquelles il faut réfléchir. Parce que, je m'autorise, il y a un paradoxe. Il y a des retraités, enfin des seniors, qu'on met trop vite à la retraite, et je dirais à la poubelle, pour mettre des guillemets, et puis on voit quand même des retraités à faible revenu qui, à 70 ans, font des petits jobs, continuent à conduire des bus. Enfin, c'est aussi l'autre bout de la chaîne. De plus en plus. De plus en plus, et qui vont cumuler plein de petits boulots. Et dans les meilleures solutions, ce serait d'avoir des solutions à tiroir, en fait, qui puissent vraiment s'adapter à tout le monde. Parce que tout le monde, qu'on soit jeune ou senior, tout le monde n'est pas fait pour être indépendant. Mais pour revenir à votre question,
Pardon. Oui, parce que Pour revenir à l'indépendance, votre c'est pour les question- cadres, c'est pour du service en particulier, enfin, ou l'industrie. Et Ou... puis, il faut que l'entrepreneuriat soit choisi quand même. Parce que moi, ça me gêne, en fait, quand on devient entrepreneur, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et quand on nous dit, tu vas aller t'inscrire à Pôle emploi, Ouais. puis Ou monte ta boîte. tu vas monter ton activité ou ta boîte, parce que de toute façon, à ton âge, tu ne trouveras plus de poste salarié. Et là, je trouve que ça devient gênant, parce que devenir entrepreneur, parce qu'on a une phase de sa vie où on a envie de construire son propre emploi, c'est génial. Si on le construit parce qu'on est contraint et forcé et qu'on n'en a pas forcément ni l'envie ni l'énergie, etc., là ça devient quand même Mais il y a normal. excusez-moi Vincent Godbout, mais j'entends quand même sur ce plateau beaucoup de choses qui ressemblent à de la discrimination, qui pourraient être même presque pénalement condamnables pour d'autres catégories de personnes, parce que maintenant, il faut faire attention, et c'est bien normal. Sur les seniors, je vous entends, et personne ne prend de gants. Hein. T'es vieux, toi t'es cramé, toi je te shoot. Enfin, est-ce qu'il ne faut pas aussi monter un peu le ton sur l'attitude que peuvent avoir... C'est de la com dans ces C'est de cas-là. la... Ah ouais. On va faire des jolies formations RH en entreprise pour dire attention à ton vocabulaire, attention à ta posture. Ouais, mais est-ce que ça ne peut pas influer l'attitude ? C'est de la com RH qui existe depuis très longtemps, qui fait pas évoluer grand-chose. C'est bien de sensibiliser peut-être dans les médias, dans la... Je même, crois. C'est important de le faire, mais Pas ce suffisant. sera clairement pas suffisant. Clairement. Moi, je ne veux pas Vincent faire le Godbout. procès de personne. Et j'ai envie de revenir à votre question de tout à l'heure. Si, Je sentais que vous vouliez revenir sur ma question de tout à l'heure. si, J'avais coupé l'air sous le pied, j'en suis désolé. si une loi suffirait à faire évoluer les comportements. Oui, un texte. Bah, ça se saurait si la loi faisait évoluer les comportements. Avec les personnes handicapées, je ne suis pas certain que ça évolue beaucoup. Ça progresse, Ça lentement, progresse, lentement. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible plutôt de cumuler à une loi, enfin de faire quelque chose d'hybride avec d'un côté une loi et de l'autre côté un label extra-financier. Oui. Et là, peut-être C'est que intéressant, ça votre irait piste. un peu plus vite. Attendez, ça veut dire que dans ceux qui vont noter les entreprises, parmi tous les critères de notation, il y a l'égalité femmes-hommes notamment, on rajouterait, c'est un nouvel élément de notation sur leur implication en direction des seniors. Des seniors ou des chômeurs de longue durée, oui, tout à fait. Vous en pensez quoi? Parce que c'est intéressant, là, on est en train de bâtir ensemble c'est- le plaidoyer à apporter. Vous Oui, votez pour. Moi, je vote pour aussi, parce qu'aujourd'hui, où on parle beaucoup de RSE, où on parle d'impact partout, où les critères ESG sont en train de s'installer également partout, les critères extra-financiers de validation, la responsabilité sociale et sociétale, elle est là aussi. Hein, il y a l'emploi des jeunes, il y a la parité homme-femme, il y a les seniors. Voilà, on a besoin dans l'entreprise d'une inclusion complète. Il y a les personnes éloignées de l'emploi, etc. Et effectivement, ça fait partie du jeu. Donc, pourquoi ne pas les Et les lois, enfin le vote des lois répondent à des lois politiques, entre guillemets. Et on a bien vu à la fin de l'année dernière une députée qui a déposé un projet de loi qui s'est fait bouler à quelques voix près pour des raisons simplement partisanes. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a ceux qui sont hors emploi, c'est-à-dire ceux que vous allez accompagner, mais vous évoquiez tout à l'heure l'idée de les maintenir en emploi. Là, le taux d'emploi est de 56,1, qui est le taux d'emploi des 55-64, donc un peu au-delà de la tranche que vous avez choisie au 4e trimestre 2021, trop faible, vraiment trop faible. Concrètement, si j'ai bien lu, j'ai vu qu'il y avait quand même des dispositifs législatifs qui avaient permis, notamment dans le cadre des lois El Khomri, les lois travail, de libérer des cadres dès 56 ans avec un système un peu plus facile pour l'entreprise. Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter tout cela et ne pas aider l'entreprise lorsqu'elle veut se séparer d'un collaborateur? Alors, les RH vous disent, à contrepoint, que beaucoup de seniors, entre guillemets, viennent les voir directement en disant « si tu veux me faire bénéficier du plan de départ, je le prends ». Donc les choses ne sont pas aussi blanches et noires. Voilà, la vérité est au milieu, non ? Il y a des entreprises qui ont mis en place des processus où justement, entre guillemets, ils vont recycler leurs seniors en mettant à l'intérieur de l'entreprise un système de coaching, de parrainage. Et en fait, le senior va changer de rôle à l'intérieur de l'entreprise. Donc en fait, c'est une autre manière. On parlait justement de la GPEC, Ouais. C'est une autre manière de repenser le collaborateur et sa La gestion des carrière. parcours, ouais. Et se dire, c'est pas juste une carrière qui doit forcément évoluer vers le haut. Non, mais Mais ça peut aussi évoluer autrement. Et il y a plein de collaborateurs qui n'ont pas envie de gagner plus, mais qui ont envie d'avoir aussi une vie plus épanouie Ouais. et qui ont envie de faire autre chose. et puis des conditions de travail, parce qu'il y a quand même des métiers, là on parle de cadres, on voit des Oui, cols blancs. bien sûr. Enfin, je pense que vous touchez aussi ce public de gens qui ont eu des métiers manuels, difficiles, Il y a plus de 55 ans, 56 ans, on a des maladies, des troubles musculo-squelettiques. Les petites entreprises, globalement, elles n'ont pas d'autre solution que de s'en séparer. Enfin, comment on fait là? Oui, c'est plus difficile effectivement pour les métiers à forte pénibilité.
Et le sujet de la santé des salariés est aussi une responsabilité de l'employeur et de l'entreprise. Donc l'accompagnement, ce qu'on appelle de plus en plus le care management, le fait d'accompagner des salariés qui sont plus âgés, qui donc vont être effectivement plus sujets à des maladies chroniques, par exemple. Je pense aussi au sujet des aidants, c'est un petit peu à côté, mais c'est important aussi. Clairement. On arrive à des âges où souvent on aide des parents très âgés. Donc tout ça, c'est vrai que l'entreprise a cette responsabilité, me semble-t-il, de trouver aussi une manière d'accompagner ses salariés vers une sortie qui soit pas une porte qui claque, un placard qui se ferme, mais qui soit une sortie de carrière. Vous vous rendez compte, quand on est à 50 ans aujourd'hui, il nous reste entre 12 et 15 ans à faire. Ça veut dire qu'il nous reste un tiers de notre parcours professionnel. Enfin, Gilles Gâteau, sur ce plateau, nous disait que la plupart des seniors qui prenaient leur retraite la prenaient alors qu'ils étaient au chômage. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Bah oui, C'est-à-dire que la grande majorité des seniors ne terminent pas leur carrière. Ils la terminent à Pôle emploi, qui fait une passerelle vers les droits au chômage. Pour le coup, ils font une belle carrière chez Pôle emploi. Ils font une longue carrière chez Pôle emploi. Mais je repose la question, parce que vous les connaissez, les textes de loi. Est-ce qu'il faut interdire aux entreprises, pour le dire de manière un peu abrupte, de se séparer, de faire ce qu'on appelle des wagons de seniors pour alléger la masse salariale? Parce non, évidemment que l'interdiction, ça ne fonctionne jamais. D'accord, non, mais l'incitation peut fonctionner, mais l'interdiction ne fonctionnera pas, quoi. Et puis, il ne faut pas non plus oublier qu'il n'y a jamais eu tant de seniors en emploi aussi. Même si le taux d'emploi reste assez faible. Même si le taux d'emploi reste assez faible. Mais c'est quand même... moi, je ne crois pas qu'il faille aller vers de l'interdiction. Il faut trouver des modes hybrides entre emploi, peut-être chômage, incitation fiscale, peut-être, ça fonctionne. Je pense, non? Bah oui. Quand vous dites à un chef d'entreprise, on vous réduit de 30 ou 40% vos cotisations patronales, il a un peu envie de le faire. Ça va le motiver à le garder, à le former pour que justement il puisse faire autre chose dans l'entreprise. Et ça peut favoriser une évolution des mentalités. Et surtout, effectivement, avoir un regard qui change sur les personnes en emploi seniors. Oui, mais ça, il n'y a que l'expérimentation. C'est ça. C'est-à-dire que dès lors qu'on arrive à faire en sorte qu'un senior rentre dans une entreprise qui est, on va dire, d'âge moyen assez jeune, et qu'il arrive à bien travailler et à bien faire passer des messages, là, subitement, l'entreprise dit « Ah ouais, finalement, c'est pas mal !» Et il y a des entreprises aussi... alors. C'est quand ça match qu'on se dit, après tout, c'était très utile d'avoir autant de valeur. C'était le bon moment, c'était bien, donc il faut continuer à le faire. Vincent Godbout, dernier mot. Oui, il y a des entreprises aussi qui constatent qu'elles ont perdu certaines compétences. Mais le fait de revenir vers les seniors ramène les compétences, et ça, c'est extrêmement important, en vue de retransmettre pour le futur. Je m'autorise, c'est vrai dans les métiers manuels, ceux qui ont une forte valeur ajoutée sur des métiers techniques très complexes, quand on s'en sépare, il faut 15 ans parfois pour reformer, évidemment, et transmettre et former le bon collaborateur. C'était un vrai plaisir. Je ne sais pas si vous allez vous réunir après l'émission pour écrire ce plaidoyer, mais en tout cas, c'est un sujet dont on parlera et dont, j'imagine, le gouvernement va s'emparer. Merci à Vincent Godbout, délégué général Solidarité Nouvelle face au chômage. Merci à Frédéric Gesque avec ce... je trouve que le titre de votre association est génial, Senior for Good, et c'est une association citoyenne, vous y tenez beaucoup. C'est un mouvement citoyen, évidemment, et vous êtes toujours en activité professionnelle, nous sommes bien d'accord, c'est une activité en parallèle, et merci à Amélie Favre-Guité, Boost Me Up, c'est important parce qu'on l'avait beaucoup cité sur ce plateau, et cofondatrice de Talent Management. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler d'une association caritative et elle recrute. On en parle tout de suite avec sa porte-parole. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle des associations caritatives et elles recrutent, l'une en particulier, dont Solidaire. Et on accueille Annabelle Lavigne. Bonjour Annabelle. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, directrice des relations publiques, du mécénat et des projets de cette association dont on va dire quelques mots parce qu'il faut que vous nous la présentiez, dont Solidaire. Vous recyclez, alors non pas les produits alimentaires, mais les produits non alimentaires pour les personnes les plus en difficulté, les plus pauvres. Avant que vous nous développiez cette association pour laquelle vous travaillez, pour laquelle vous êtes salarié, votre parcours est intéressant quand même. On parle beaucoup sur ce plateau de sens, de trouver du sens. Vous avez fait une belle carrière dans des très grandes entreprises de l'agroalimentaire, pour ne pas les citer, Nestlé en particulier. Et puis vous avez quand même changé de vie. Oui, tout à fait. Oui. C'est incroyable. Eh bien, écoutez, oui, ça s'est trouvé comme ça, mais c'est vrai que j'ai trouvé du sens chez Don Solidaire. Et donc, effectivement, j'ai travaillé pendant 11 ans dans un grand groupe international en France et ensuite à l'étranger. Et puis, la vie a fait que j'ai mis un peu ma carrière sur pause pendant 6 ans pour partir à l'étranger en famille. Et là, je me suis impliquée une première fois dans des associations. Oui. C'est là où vous entrez dans les portes des associations et vous dites, après tout, c'est un espace dans lequel je me construis aussi.
Exactement, c'est très épanouissant, c'est finalement aujourd'hui très professionnalisant. Et donc, c'est comme ça que quand je suis revenue en France et qu'on m'a parlé de dons solidaires, que je ne connaissais pas et qui luttent contre le gaspillage, contre la précarité, tout de suite ça a fait sens. Et puis voilà, j'ai postulé et ça fait maintenant 4 ans. Donc j'ai commencé en tant que bénévole et puis très rapidement je suis passée salariée. Et voilà, j'y ai trouvé du sens et je continue à y trouver du sens. Mais ce qui est intéressant, c'est en apportant aussi votre compétence et la compétence acquise dans des grands groupes. Oui. Et on va en parler parce que vous recrutez. Il y a aujourd'hui 30 contrats, Oui, c'est ça. 40 bénévoles. Un peu plus Un même. peu plus 50 bénévoles, en fait. On a une vingtaine de bénévoles au siège, à Saint-Germain-en-Laye. On a une dizaine de bénévoles qui viennent nous aider régulièrement à l'entrepôt, puisqu'on a un entrepôt qui est basé dans l'Essonne. Et puis, on a aussi des bénévoles qui sont en région, une vingtaine de bénévoles, et on recrute sur... Avec un partenaire GXO Logistique pour évidemment le stockage et j'imagine la distribution Exactement. de tous les produits que vous récupérez, parce Tout qu'il y à a fait. un travail évidemment de logistique et puis aller démarcher, j'imagine, les grandes surfaces, la grande distribution, j'imagine que ça se Oui. passe comme ça. Et là, vous recrutez, ça c'est vraiment intéressant parce que à la fois c'est de l'association Oui. et en même temps, vous êtes aussi un peu comme une chef d'entreprise, vous faites du recrutement. Comment ça se passe? Vous recrutez qui et quels sont les profils? Parce qu'on vient d'évoquer le sens et tout ça fait écho. Il faut quand même des gens très engagés. Alors, on a différents types de profils. Alors, aujourd'hui, dans les associations, elles se sont énormément professionnalisées. Donc, il y a beaucoup de métiers. Nous sommes experts de la logistique. Il y a beaucoup de métiers autour de la logistique, mais il y a aussi les métiers autour de la relation avec les donateurs, qui Bien sont sûr. des mécènes financiers ou des entreprises, avec tout ce qui est recherche de fonds aussi, et puis tous les métiers qu'on connaît en entreprise. Donc ça, on va trouver des candidats qui sont des jeunes diplômés, qui vont chercher un stage ou qui vont chercher un premier emploi avec du sens. Et puis aussi des Ça, c'est personnes... des profils intéressants. Hein. Oui. Non, mais ces jeunes diplômés que vous prenez au début, à la sortie d'école. Oui, oui. Et de plus en plus, il y en a qui postulent et qui cherchent directement du sens dans leur travail. Mais il y a aussi tous ceux qui sont en poste et qui ont un peu de mal à trouver du sens, à continuer à trouver du sens dans ce qu'ils font au jour le jour et qui finalement pensent à venir dans le secteur associatif, des seniors, voilà, vous en parliez juste avant. Et donc on a Ça, c'est des profils intéressant. très variés. Ouais. Des seniors qui, pour le coup, eux, sont parfois demandeurs d'emploi, mais se disent après tout, c'est peut-être aussi une seconde partie de vie et de carrière passionnante, parce que c'est ça qui est intéressant. Absolument, et ceux-là en fait peuvent devenir salariés et on les trouve aussi dans ce qu'on appelle le mécénat de compétences, c'est-à-dire que les entreprises peuvent nous les proposer. Vous les détachez en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Vous en avez là aujourd'hui C'est dans précieux. Dons Solidaires? On en a 2 et voilà, on en avait encore l'année dernière aussi et donc ça tourne, mais voilà, ils peuvent être là pour 6 mois. On a un mécénat de compétences qui est là pour 2 ans et c'est extrêmement précieux parce qu'ils arrivent avec des compétences, beaucoup de compétences, de la technicité et puis des savoir-être aussi, donc c'est précieux pour nous. Les recrutements, vous recherchez combien de personnes là aujourd'hui dans votre Aujourd'hui, on en association? recherche 4. 4 Si personnes. je parle uniquement des salariés, Les salariés. mais on cherche aussi 3 stagiaires, on cherche des bénévoles. Aujourd'hui, on a 20 bénévoles qui couvrent 43 départements, mais on est toujours en recherche de nouveaux bénévoles, que ce soit en région ou que ce soit au siège. Donc en fait, on cherche tout type de profil. C'est vous qui gérez les recrutements? Parce que les recrutements, quand même, dans des petites équipes où tout le monde est très solidaire, tout le monde doit mettre la main à la pâte, même si chacun a ses fonctions, évidemment. Ça oblige quand même à des recrutements assez fins, non? Enfin, vous qui venez d'une très grande entreprise, un très gros service RH, je pense que dans votre association, qui est-ce qui gère le recrutement chez vous? Finalement, c'est la personne qui va être en charge du candidat. En direct avec lui. En direct, et voilà. Et alors après, il y a tout le process et on essaie de faire rencontrer un peu différentes personnes au sein de l'association parce que ce qui est important pour nous aussi, comme il y a beaucoup de travail en transversal, une trentaine de personnes, c'est pas une grosse organisation. Donc on a besoin que les gens sachent travailler ensemble, en équipe, et ces compétences et savoir-être qu'on cherche beaucoup aujourd'hui. Jeune, pas jeune, vous l'évoquiez, senior ou pas. Oui. Le débat des salaires, il faut en parler parce qu'il y a la marque employeur. C'est vrai que certains vont dans les grands groupes parce qu'il y a une marque employeur, parce qu'il y a des services, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Bon, comment on fait là? Parce qu'il y a le sens, il y a l'idée qu'on va aider les plus démunis, alors ça c'est essentiel. Comment on fait ensuite au niveau... Alors, c'est vrai qu'il y a un décalage. Je crois que les dernières études disaient que c'était autour de 15% de décalage entre le secteur privé et le secteur associatif, donc on ne peut pas le nier. Mais je pense que les gens qui nous rejoignent ne viennent pas pour le salaire. Elles viennent parce que nos valeurs, nos causes leur parlent. Et puis, on a un vrai rôle sociétal. Quand on arrive, par exemple, quand on est au plaidoyer, à faire évoluer un périmètre de loi avec d'autres associations, c'est extrêmement gratifiant. Quand c'est participer aux côtés des 1000 associations qu'on accompagne très régulièrement, on va avec elles distribuer les produits aux bénéficiaires, que ce soit sur des maraudes,
des distributions à des réfugiés. Vêtements de puériculture, les couches, tous les produits hygiéniques, tous ces La produits qui lessive, manquent très souvent oui, et qui coûtent très cher par ailleurs. tout à fait, extrêmement cher. Les produits du quotidien de base, voilà, ça peut aussi être les fournitures scolaires à la rentrée, les jeux et jouets pour Noël, tout ce qui est difficile pour les personnes en situation de précarité qu'elles n'arrivent pas à se procurer en quantité suffisante. 10 antennes régionales, 4 recrutements plus les stagiaires. Ce sont des recrutements Saint-Germain-en-Laye ou vous êtes sur du recrutement là sur vos antennes puisque vous avez 10 antennes régionales. Comment ça se passe là aussi? Vous leur dites possibilité de mobilité, de vous déplacer. Comment ça marche? Alors en fait, nos antennes régionales, c'est uniquement des bénévoles. Alors c'est les bénévoles qui tiennent les antennes. Voilà, exactement. Et donc, elles couvrent plusieurs départements ou alors un département. Aujourd'hui, on en couvre 43 et on recherche encore des bénévoles. Donc voilà, je lance un appel s'il y a des gens qui sont intéressés. N'hésitez pas à nous contacter sur donsolidaire.fr. Don solidaire, tout est collé, avec un S au milieu, hein, évidemment, .fr. Et puis vous faites Don solidaire Saint-Germain-en-Laye. Je pense qu'il y a un onglet recrutement pour ceux qui nous écoutent. C'est évidemment l'occasion de faire passer votre message. Et vous, Annabelle Lavigne, vous y retrouvez entre le moment où vous avez quitté les grandes entreprises et puis aujourd'hui, est-ce que vous dites j'ai fait le bon choix aussi? Oui, je me dis que j'ai fait le bon choix parce que c'est extrêmement varié, c'est passionnant. On peut évoluer aussi dans les associations. J'ai commencé à un poste, j'étais en charge des relations entreprises. Maintenant, j'ai un poste de direction aux relations publiques, y compris le plaidoyer, les projets sont passionnants. Vous êtes l'image de la structure, en quelque sorte. Vous parlez en son nom, là, d'ailleurs, sur ce plateau. Oui. Vous défendez, vous vous battez pour faire avancer les textes devant les députés, j'imagine. Absolument. Oui, tout à fait. Et je pense que pour des jeunes aussi qui nous rejoignent, il y a aussi possibilité d'évoluer. Donc, ce sont des métiers très, très intéressants. Et puis, comme je le disais, comme on a une petite structure, on travaille sur beaucoup de choses en transversal, donc on apprend énormément. Merci Annabelle Lavigne. Le site donsolidaire avec un S.fr, évidemment, c'est à Saint-Germain-en-Laye. 4 recrutements et 3 stagiaires, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. Allez sur l'onglet si vous voulez vous engager pour une association qui donne du sens et qui accompagne 1000 associations, hein, c'est ce que vous évoquiez. Hein. Ça fait un peu plus, mais un peu plus, 1100 associations. Merci Annabelle Lavigne de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Directrice des relations publiques, du mécénat et des projets de l'association Don Solidaire. L'émission est terminée. J'ai été très très heureux de partager ce moment avec vous. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous les messages que vous nous adressez sur les réseaux sociaux, évidemment sur LinkedIn. Merci à toute l'équipe. Merci à notre ami réalisateur. Merci à Thibaut au son. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Et merci à Lily. Merci à vous. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux invités. Bye bye.